Bienvenue, Doc Seb. Bienvenue Christy et merci pour ton invitation et continuer nos thématiques. Tout à fait. La thématique de ce soir concerne la phobie. Les causes de la phobie ne sont pas forcément connues. La phobie permet souvent de déplacer une angoisse liée à l'histoire personnelle vers un objet ou une situation du monde extérieur. Alors voyons plus précisément avec toi, Doc Seb, ce qu'est une phobie. Alors, une phobie, déjà, c'est différent d'une peur. Une peur, il y a un objet réel auquel on est confronté. Il y a un tigre, par exemple, devant nous, on a peur, c'est normal. Hein. En revanche, dans la phobie, c'est une peur pathologique, disproportionnée, en gros, au regard du danger réel de la situation. Par exemple, j'ai peur des araignées. Je ne vais pas en rencontrer beaucoup, mais ça provoque une réaction complètement disproportionnée. Donc, c'est vraiment cette peur pathologique et disproportionnée. Alors, d'ailleurs, ça vient de frayeur, je dirais la phobie. Et on perçoit qu'il y a des choses irrationnelles dans cette phobie. Hein, donc, c'est typiquement un comportement qui est, je dirais, névrotique, quelque part. Alors, sachant que il y a quand même des phobies différentes. On en parle souvent en termes de pathologie, mais il y a des phobies, on va dire, de développement qui sont tout à fait normales chez l'enfant. Par exemple, les phobies de l'enfant, ça peut être la peur du noir, la peur du loup, ou des choses comme ça, ces phobies qui témoignent d'une maturation. Donc, toutes les phobies ne sont pas négatives. Hein, la phobie de certains animaux quand on est enfant, eh bien, c'est fréquent. Par contre, quand elle prend une proportion, une intensité, une sévérité, là, ça devient problématique. Alors, qu'est-ce qui déclenche justement une phobie telle qu'elle soit? Alors, c'est très variable parce que déjà, il y a plusieurs types de phobies. Il y a les phobies qu'on appelle spécifiques, ce qu'on appelait anciennement les phobies simples, c'est-à-dire une phobie. Moi, j'ai la phobie, je sais pas, voilà, des araignées, mais ça peut être des serpents, ça peut être d'autres choses, de vomir ou autre chose. Ce sont des phobies simples. Il y a aussi l'agoraphobie, où là, on a peur des espaces, et en particulier des espaces publics. Et là, on va avoir du mal à aller dans les lieux où il y a du monde, qui peut d'ailleurs s'associer avec des formes de claustrophobie, c'est-à-dire la peur d'être dans des endroits où on se sent enfermé. Et puis ensuite, ce qui va souvent avec aussi, il y a les phobies sociales, qui sont plus larges. Donc, c'est les plus courantes d'ailleurs, la phobie de prendre certains transports, la phobie sociale d'interagir avec les autres, de se trouver dans certaines situations, par exemple la peur de parler, la peur de rougir, du regard des autres. Donc, ce n'est pas une timidité, c'est un peu plus, c'est vraiment une inhibition. Et puis, ça peut devenir un trouble chronique, puisque certaines personnes, eh bien, voilà, n'ont plus la possibilité, malheureusement, d'aller dans certains lieux, de pouvoir aussi partager je dirais, des moments avec d'autres personnes parce qu'ils ont cette phobie sociale. Donc ça, c'est vraiment tout à fait caractéristique. J'imagine que cette crise sanitaire n'a pas dû arranger les choses et a dû accentuer, voire développer des phobies. Mais y a-t-il un âge pour devenir phobique? Alors, en gros, déjà, les phobies, c'est quand même assez fréquent. C'est déjà à peu près 20% de la population. Donc, c'est pas mal. Entre 10 et 20%, ça dépend de certaines études. Donc, on s'aperçoit qu'elle peut apparaître souvent au décours de l'adolescence. Dans ce moment de puberté, souvent, on peut avoir des moments de phobie, de même qu'on peut avoir quelques tocs, mais en général, c'est entre 18 et 35 ans qu'on va voir le plus je dirais, d'instants phobiques, et c'est là où ça va se construire en tant que tel, même si c'était déjà présent de façon un peu souterraine. Sachant qu'il y a des phobies qui sont plus féminines que d'autres, la peur des serpents, la peur des araignées, des phobies très spécifiques. On peut avoir plus d'agoraphobie aussi chez 80% des femmes à peu près, on va retrouver dans les agoraphobies. Bon, voilà pour situer un petit peu l'âge, grosso modo, 18-35 ans, sachant que ça peut apparaître plus jeune et qu'il y a aussi des phobies de développement qui ne sont pas pathologiques, qui sont plutôt des moments de maturation en fait. On le sait, il y a des moyens qui sont mis en place pour accompagner des personnes souffrant de phobie, mais pourquoi l'apprentissage par évitement est inadapté en cas de phobie? Pourquoi? Parce que déjà, c'est la stratégie du phobique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a peur de quelque chose, j'ai la phobie de l'ascenseur, eh bien, je vais éviter de prendre les ascenseurs ou
je dirais, tout élévateur ou toute chose qui va être mécanique et que je ne vais pas contrôler quelque part. Et donc, plus on va éviter, et plus, en général, on va alimenter cette phobie et lui donner finalement du grain à moudre, c'est-à-dire qu'on va la confirmer. Et bien sûr, si tu évites ces ascenseurs-là, eh bien, c'est que tu as raison, c'est qu'il y a un problème. Et en même temps, souvent, on va aussi, par un biais cognitif, aller chercher tous les éléments qui nous ramènent à ah bah oui, il y a eu des problèmes d'ascenseur, il y a des personnes qui sont restées coincées, des personnes voilà, qui sont tombées d'un ascenseur. Enfin, on va chercher tout un tas de choses pour justifier et on va alimenter finalement au travers de cet évitement, alors qu'au contraire, il s'agit plutôt de se confronter, on va dire, à la phobie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des thérapies d'exposition progressive, hein, soit d'un point de vue imaginaire, on l'imagine, on peut amener les personnes à développer ça, ou alors petit à petit, graduellement, pour se confronter de plus en plus et amener à ce qu'on appelle une forme d'habituation. Hein. C'est-à-dire on s'habitue à se stimuler et donc on en a moins peur, on le relativise et on va mieux. Alors bien sûr, il n'y a pas que cette stratégie-là, hein. Il faut aussi pouvoir voir un petit peu ce qu'elle veut dire, cette phobie, parce que souvent elle a un sens aussi. On peut être phobique, par exemple, des souris, des ravets, des araignées, parce qu'on sait qu'un ravet ou un cafard, c'est sale en mémoire. Une souris, ben, ça fait éventuellement peur. Là, on n'est pas dans une pathologie à proprement dit. C'est une phobie qui reste modérée, j'imagine. Voilà, c'est une phobie simple. Hein, ces phobies un petit peu d'insectes ou de souris ou d'autres choses sont des phobies souvent simples qui sont rarement d'ordre pathologique, puisque de toute façon, on ne va pas rencontrer tout le temps, je dirais, et être confronté à cette situation. Donc, ça reste souvent des phobies simples. Bon, alors, il faut savoir qu'aussi, souvent quand même, sur ces phobies d'animaux, par exemple, souvent on s'aperçoit que ce sont des animaux qui sont très étrangers au règne humain. C'est-à-dire que c'est des animaux, les insectes, qui sont pratiquement les plus éloignés de l'humain, hein, du mammifère supérieur. Donc on est confronté à l'étrangeté, hein, à cette différence radicale. On le voit aussi par rapport aux reptiles, hein, même si on peut voir aussi quelque chose de symbolique, de phallique éventuellement, mais il y a quand même cette idée aussi que les reptiles, les serpents ou d'autres, voilà, les lézards, eh bien, ou les geckos, c'est quand même très éloigné de notre règne humain, donc il n'y a pas de possibilité d'identification. On va voir par exemple moins de phobies sur des choses qui nous ressemblent plus, ou alors ça va être des phobies sur des animaux par exemple où on a une crainte, par exemple la crainte d'avoir une morsure avec des chiens. La phobie des chiens, c'est assez fréquent par exemple ça. Hein, la phobie des chats un peu moins par exemple. Bon, donc ça c'est pas forcément pathologique, sauf si ça devient invalidant et que la personne elle ne peut plus sortir dans la rue parce qu'il y a trop de chiens. Et donc elle va éviter de pouvoir je dirais, déambuler ou faire sa vie parce qu'elle a peur de rencontrer des chiens. Là, ça devient invalidant. C'est vraiment le degré qui va compter. Alors moi, j'aime pas les cafards, hein, j'avoue, je pars en courant quand il y a un cafard, mais ma grand-mère avait pour habitude de me dire, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Alors on parle bien des cafards, bien sûr, parce que si on a la phobie du cheval, ça va être un peu plus compliqué, j'ai envie de dire. Alors pourquoi ai-je beaucoup de phobies? On peut voir un terrain familial. Par exemple, la plupart des personnes, il y a un petit terrain familial. C'est-à-dire que dans sa famille, on va retrouver, par exemple, si j'ai la phobie d'aller, l'aquaphobie, par exemple, d'aller dans l'eau. Cette peur-là, on va retrouver, par exemple, chez l'un des parents, souvent, l'un des parents qui a peur de l'eau et qui va le transmettre. Donc, il y a une transmission un peu psychique de la phobie. On va retrouver aussi donc un terrain anxieux hein, chez la plupart des proches ou dans la famille. On va retrouver aussi des expériences qu'on a vécues, c'est-à-dire, par exemple, on s'est fait piquer par une guêpe, et puis ça nous a fait très mal, on a fait, je sais pas, une petite allergie ou quelque chose, et en plus il y a la douleur. Bon, ça va rester en mémoire hein, dans l'amygdale, notamment hein, au niveau du cerveau. Et puis ça va rester en mémoire, et on va avoir cette émotion qui va rester forte, et donc quand on va avoir des
des insectes volants susceptibles de piquer, c'est possible qu'on développe une phobie. Hein. Donc, il y a aussi les expériences de la vie, il y a le milieu familial, et puis aussi, parfois, on voit des phobies aussi chez des personnes qui sont dans des contextes particuliers. Par exemple, moi, j'ai rencontré, dans le cadre de ma pratique, personnes qui développent une phobie de prendre l'autoroute. De prendre l'autoroute, une voie rapide comme ça, alors qu'elle n'a pas la phobie de conduire ailleurs. Bon, et effectivement, on s'aperçoit que cette phobie a un sens. C'est-à-dire que dans le contexte professionnel, eh bien, 3 mois avant, elle avait eu des gros problèmes, on va dire, à son travail. En tant que commercial, devant aussi faire beaucoup de trajets en voiture, et qu'il y avait quelque chose d'une démobilisation, d'un burn-out qui s'était inscrit, donc d'une perte de sens, et cette phobie était venue là pour dire un peu stop. Hein, donc une phobie un peu réactionnelle ou contextuelle. Donc on a différents types de phobies, de même que pour l'enfant, la phobie n'est pas toujours pathologique, loin de là, sauf si elle devient un problème. Par exemple, l'angoisse de l'étranger chez les tout petits, c'est aux alentours du 8e mois. Hein. Eh bien, à ce moment-là, le tout petit commence à intérioriser l'objet maternel. Hein. Et donc, quand on va le confier à une autre personne, eh bien, il va se mettre à pleurer. Alors, la meilleure copine va dire « Ah, il est sauvage, ton petit. » Mais en fait, non. C'est une phobie qu'on appelle de l'étranger au milieu familial. Eh bien, c'est une réaction tout à fait normale du tout petit. Alors que jusqu'à 3-6 mois, eh ben, on peut le passer d'une copine à une autre. S'il a bien mangé, il a bien bu, il a bien dormi, il n'y aura pas de souci. Et là, c'est une phobie tout à fait maturative et normale, de même que la phobie du noir. Eh bien, c'est aussi cette petite angoisse de séparation qu'on va voir chez les plus jeunes, qui est très fréquente, parce que, on symbolise qu'il y a ce lien avec l'autre, et aller dormir, c'est aussi pouvoir aussi se séparer un petit peu de l'autre. Donc, voilà, il y a différents degrés. Il y a des phobies maturatives qui sont tout à fait ordinaires, et des phobies qui peuvent devenir pathologiques quand elles sont envahissantes et qu'elles sont invalidantes, qu'elles ne permettent plus la vie sociale, en gros, et la relation. Pourrais-tu nous expliquer comment soigner la névrose phobique? Alors, il y a différents types de stratégies. Il y a les stratégies auxquelles j'ai fait allusion, c'est-à-dire des thérapies TCC ou cognitivo-comportementales, alors première, deuxième, troisième génération, peu importe, mais en tout cas, celles qui traitent et qui s'intéressent aux symptômes. Hein, et qui vont traiter par exposition progressive avec des objectifs où là, l'objectif, c'est vraiment le symptôme. On ne va pas trop s'intéresser finalement au sens, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est aussi important, cette question du sens. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je préfère souvent dans ma pratique combiner différentes approches, parce qu'on ne peut pas traiter qu'un symptôme. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, ça peut se déplacer. Une phobie, si on ne règle pas, je dirais, ce qu'il y a derrière tout ça aussi. Il y a aussi les approches psychodynamiques. Donc là, on va chercher la résolution des problèmes personnels, ou l'approche analytique aussi, relationnelle, à la source de la phobie. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui correspond à ce compromis entre un interdit et un désir. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de la personne commerciale, j'ai envie de progresser, j'ai envie de changer de boulot, ça ne va plus trop dans mon boulot, j'ai cette phobie en même temps qui m'empêche de prendre la voiture pour aller dans tel ou tel endroit, eh bien, il y a son désir qui est de partir et en même temps d'arrêter quelque chose. C'est pour ça qu'elle naît d'ailleurs, cette phobie. À partir du moment où cette personne prend conscience qu'il y a un lien avec sa problématique de travail et que ce n'est pas juste une phobie de l'autoroute, eh bien, elle résout sa phobie. Donc, voilà, ce qui est important, c'est la question, je dirais, de traiter le symptôme, mais de traiter aussi les causes du symptôme. On a aussi l'approche, on va dire, de l'hypnothérapie, de l'hypnose qui fonctionne très bien, de pouvoir associer autre chose, de pouvoir aller chercher un petit peu ce qui, dans ces ressources inconscientes ou du cerveau, font qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, est né de cette phobie. Et puis de la remplacer par autre chose. Si, par exemple, dans ce circuit un petit peu de l'hypnose, eh bien, à un moment donné, on est confronté indirectement à un autre objet phobique et qu'on arrive à dépasser ça, eh bien, on s'aperçoit que parfois, les personnes,
finalement, elles dépassent aussi l'objet de leur phobie. Enfin, il y a tout un tas de stratégies dans l'induction, de la suggestion, et puis des suggestions post-hypnotiques ou de la transe aussi. Donc, c'est 3 grandes techniques qui vont quand même être intéressantes. Puis aussi des thérapies dans d'autres systémiques de thérapie brève aussi, on va trouver des choses intéressantes. Ce qui compte, c'est surtout de pouvoir rencontrer le professionnel ou les praticiens qui vont pouvoir nous aider, qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. On arrive sur la fin de l'émission, Doc Seb. Une dernière question, bien sûr. Existe-t-il de bons réflexes à adopter face à une phobie ? Alors, les bons réflexes, c'est déjà de ne pas surprotéger ses enfants. Je dis ça parce que dès qu'on les surprotège trop, on va leur laisser croire que le monde extérieur est dangereux. Et donc, toute situation potentiellement hors de la famille, hors du cocon, va devenir compliquée. Et c'est pour ça aussi qu'on voit souvent dans ces contextes-là, l'apparition de certaines phobies. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les bons réflexes, c'est de se confronter à ces petites peurs et d'essayer de les dépasser très progressivement. C'est quelque chose qui va nous aider. La troisième chose, c'est de se dire, cette phobie, finalement, qu'est-ce qu'elle vient condenser dans mon histoire, dans ce que je vis, autour de mon désir. Il y a quelque chose que je désire, mais que je m'empêche de faire. Et donc, d'avancer, par exemple. Et c'est vrai que quand je me retrouve avec cette phobie, je suis sur place. Donc, il y a la question du sens aussi qui va être importante. En gros, c'est un petit peu tous ces 3 choses, les bons réflexes, et puis de se dire que ça peut se traiter quand même relativement facilement. Merci Doc Seb, on se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Merci à toi pour cette belle émission autour des phobies. Et puis, on va voir d'autres thématiques tout à fait intéressantes aussi. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Au revoir, bye bye. Bye bye.